Le son n'était pas fort, juste un doux, digne, de l'interphone dans le couloir. Sa voix a suivi, faible, désinvolte, un peu essoufflée. Il est sous la douche. Tu as 2 minutes. J'étais dans le garage, couvert de poussière, en train d'essayer de réparer le chauffe-eau qui, elle le jurait, faisait des bruits étranges. Je n'étais pas censé l'entendre, mais l'interphone déconnait depuis des mois, captant parfois le son du couloir à l'étage et le diffusant à travers le vieux haut-parleur près de la boîte à fusibles. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas respiré. Il y a eu un bref silence, puis un rire. Pas le sien, ni celui de son interlocuteur. Le rire d'un homme que je ne reconnaissais pas, je n'arrive pas à croire que ce soit réel, a-t-il dit, la voix basse et étourdie. Elle a ri. Ne sois pas gourmand. On avait un accord. Oui, mais avoue-le, je te manque quand tu es avec lui. J'ai laissé tomber la clé à molette. Elle a heurté le béton avec un fracas qui a semblé trop fort pour la réalité. Je me suis éloigné de l'interphone comme si c'était un animal sauvage. Je l'ai fixé du regard comme si, peut-être, juste peut-être, j'avais mal compris. Mais ce n'était pas le cas. Je suis resté là pendant 10 minutes. Je ne pourrais pas vous dire à quoi je pensais. Mon cerveau n'offrait aucun mot, juste un grésillement, le genre qu'on entend dans ses oreilles avant de s'évanouir. À l'étage, la douche coulait toujours. Le chauffe-eau bourdonnait silencieusement, comme si de rien n'était. Je suis sorti du garage, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à ce que le voyant d'essence s'allume. Je ne me souviens pas du trajet. Je me souviens seulement du sentiment écrasant que tout autour de moi, chaque arbre, chaque panneau d'affichage, chaque portion de route vide, criait « Tu as entendu ce que tu as entendu ». C'était il y a 4 jours. Je ne suis pas revenu depuis. J'écris ceci depuis une location au bord d'un lac asséché dans le Kentucky. Il y a un matelas par terre, une bouilloire et un miroir de salle de bain cassé. Ça sent le diluant à peinture et le vieux bois, mais c'est calme. J'avais besoin de calme. J'ai laissé mon téléphone éteint jusqu'à ce matin. Quand je l'ai allumé, il a vibré pendant 5 minutes d'affilée, messages, appels manqués, notifications, tout venait d'elle. Je n'en ai ouvert aucun. Je n'en avais pas besoin, parce que je savais déjà qu'elle allait mentir. Qu'elle allait déformer les choses. Qu'elle allait pleurer, non pas parce qu'elle était désolée, mais parce qu'elle s'était fait prendre. Et puis, alors, elle a appelé. J'ai fixé l'écran. Mon doigt planait au-dessus de « rejeter », mais je n'ai pas appuyé. Parce qu'une partie de moi, la partie brisée et saignante, voulait encore entendre quel mensonge elle choisirait. J'ai répondu. À la seconde où j'ai dit « Allô », je me suis détesté pour ça. Pas parce que je l'aimais encore, du moins je ne crois pas, mais parce que ma voix semblait faible, petite, comme un enfant ouvrant la porte au monstre qu'il sait déjà être là. Il y a eu une pause sur la ligne. Pas une hésitation, non, un calcul. Elle savait qu'elle avait une chance de me récupérer, et elle était en train de charger son scénario. Cal, a-t-elle dit, sa voix se brisant d'une manière qui semblait jouer, comme si elle s'était entraînée à pleurer dans le miroir. Je sais que tu es en colère. Je sais ce que tu crois avoir entendu, mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je n'ai rien dit. Pas tout de suite. Je voulais qu'elle sente le silence. C'est quelque chose qu'elle faisait toujours quand elle mentait, quand elle ne pouvait pas supporter le poids de ses propres mots. Elle a expiré bruyamment, comme si elle avait retenu sa respiration pendant 4 jours. Ce n'était pas ce que ça semblait être. Il est arrivé à l'improviste. C'est juste quelqu'un de mon passé. Je ne m'y attendais pas. J'ai paniqué. Ça ne ressemblait pas à de la panique, ai-je finalement dit. Ma voix m'a surpris. Elle n'était pas en colère, elle était fatiguée, creuse, comme si je la regardais à travers une vitre insonorisée. Tu avais l'air à l'aise. Parce que je devais l'être, a-t-elle répliqué, le ton s'aiguisant. Tu crois que je voulais ça? Tu crois que j'ai prévu que tu entendes ça? Je ne savais même pas que l'interphone fonctionnait encore. Si j'avais su. Oh, j'ai ri. J'ai vraiment ri. Si tu avais su, quoi? Tu aurais été plus silencieuse? Tu aurais menti avec plus de soin. Il y a eu une longue pause. Je pouvais presque l'entendre cligner des yeux, reconstruire sa stratégie. J'ai merdé, a-t-elle finalement dit. Mais ça ne signifiait rien. Je ne l'ai jamais touché. Ce n'était que des mots. C'était de la nostalgie stupide.
Je n'ai pas réfléchi. C'est là que je l'ai senti. Cette étrange sensation de ralenti, comme si le sol se soulevait pour me rencontrer. Je me suis souvenu de chaque soir où elle rentrait à la maison et me serrait dans ses bras comme un ami, de chaque week-end où elle avait besoin d'espace, de chaque regard qu'elle jetait à son téléphone comme si c'était une bouée de sauvetage et que j'étais un bruit de fond. Ce n'était pas que des mots, ai-je murmuré, plus pour moi que pour elle. Tu lui as donné accès à notre maison, à notre couloir, à notre mariage. Ne fais pas ça, a-t-elle dit, sa voix se durcissant à nouveau, cet interrupteur qu'elle active quand l'empathie ne fonctionne pas, tu es en train de partir en vrille. Ça ne doit pas être la fin de tout. Reviens juste à la maison, parlons-en face à face. Tu me le dois. Je me suis figé. Tu me le dois. La phrase tournait en boucle dans ma tête, comme un disque rayé. J'ai regardé par la fenêtre sale de la cabane. Le lac en contrebas était complètement à sec, craquelé comme de la vieille peau. Les arbres ne se balançaient pas, ils étaient immobiles, étouffant dans la chaleur. Tout semblait faux, déplacé, contre nature. Je me suis appuyé contre le mur et je n'ai rien dit, laissant simplement le silence s'étirer assez longtemps pour voir si elle révélait quelque chose par accident. Mais tout ce que j'ai eu, c'est un soupir doux et frustré. « Où es-tu » a-t-elle finalement demandé, la voix plus basse maintenant. Je n'ai pas répondu. Je n'essaie pas de te piéger, Cal. Juste, j'ai besoin que tu comprennes. Tu es parti, tu as disparu, et maintenant tout est en feu. J'ai besoin que tu reviennes avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard pourquoi, ai-je demandé, et quelque chose dans ma poitrine s'est brisé en le disant. Pour que tu mentes plus efficacement ? Pour que tu nettoies le désordre avant que je découvre à quel point il est profond en réalité. Elle n'a pas répondu. Pas pendant plusieurs secondes. Puis, presque inaudiblement, elle a murmuré, parce qu'il n'est pas parti. J'ai arrêté de respirer. Quoi ? Il n'arrête pas de m'appeler, a-t-elle continué. Il se pointe à mon bureau. Je crois qu'il m'a suivi jusqu'à la maison hier. Il sait que je suis seul maintenant. Il pense que tu es parti à cause de lui. Et, Cal, il n'est pas celui que je croyais. Une boule s'est formée dans ma gorge. C'est toi qui l'as invité. C'est toi qui l'as fait entrer dans notre vie. Je ne savais pas ce qu'il deviendrait, a-t-elle dit, presque suppliante maintenant. Il n'était pas comme ça avant. Mais maintenant il est différent. Il est en colère, obsédé. J'ai peur. Une partie de moi voulait lui dire de se débrouiller seule, qu'elle avait mérité ce chaos. Mais une autre partie, la même partie stupide et fragile qui avait glissé sa photo dans mon sweatshirt, l'imaginait déjà assise sur le bord de notre lit, regardant par la fenêtre une voiture garée dont elle ne pouvait pas prouver qu'elle la suivait. « Pourquoi appelles-tu, vraiment » ai-je demandé. « Je crois qu'il va faire quelque chose » a-t-elle dit. Et je ne sais pas qui d'autre appeler. La ligne est devenue silencieuse. Et juste comme ça, tout ce que je pensais avoir laissé derrière moi a commencé à me rattraper. Ces derniers mots ont résonné dans mon esprit bien après la fin de l'appel. Je crois qu'il va faire quelque chose. Je les ai répétés encore et encore, comme un avertissement gravé sur les parois d'un navire en train de couler. Elle ne pleurait pas vraiment, mais il y avait de la peur dans sa voix. Pas de la culpabilité, pas du regret, juste de la peur pure. Et c'est ce qui m'a le plus retourné l'estomac. Parce que je ne pouvais pas dire si elle avait peur de lui ou de ce qu'il pourrait me révéler. Je suis resté assis seul pendant des heures après l'appel, fixant le plafond fissuré de cette misérable location, le genre d'endroit où chaque son semble plus fort et chaque silence semblait hanté. Je n'avais pas beaucoup dormi depuis mon départ, mais cette nuit-là, je n'ai même pas essayé. J'ai fait les 100 pas entre la porte d'entrée et la cuisine, rejouant sa voix, sa formulation, son choix de mots. Pas une seule fois elle n'a prononcé son nom. Pas une seule fois elle n'a expliqué comment ça avait commencé. Elle a simplement laissé tomber son ombre au milieu de ma vie en ruine et m'a demandé de revenir avant que quelque chose de pire n'arrive. Mais pire que quoi ? Pire que la trahison. Pire que d'être dans son garage et d'entendre sa femme rire comme une collégienne sur un micro ouvert, donnant la permission à un type sans visage de se faufiler dans les ruines de votre confiance. Je ne pensais pas qu'il y avait pire. Jusqu'à ce que, vers minuit, quelqu'un frappe à la porte. 3 coups rapides. Je me suis figé. Il n'y avait pas de voisins, personne à des kilomètres à la ronde. Je n'avais dit à personne où j'étais, pas même à mon frère, qui, je le savais, serait venu avec de la bière et trop de questions.
la location n'avait même pas de numéro sur la boîte aux lettres. Ma voiture était garée derrière la remise. La seule raison pour que quelqu'un me trouve ici, c'est s'il me cherchait. Je suis resté parfaitement immobile, n'osant même pas expirer par le nez. Les coups ne se sont pas répétés. Pas de pas, pas de craquement de bois en reculant. Juste le vent dehors et le bourdonnement sourd du réfrigérateur qui luttait pour rester en vie. Finalement, j'ai rassemblé le courage de m'approcher de la porte et de regarder par la fente du rideau. Rien. Juste le porche et quelque chose de petit, un morceau de papier plié sous le paillasson qui n'avait accueilli personne depuis des années. J'ai attendu encore 10 minutes, puis j'ai lentement ouvert la porte et je l'ai ramassé, comme on pourrait saisir un fil sous tension. Le mot était moite d'humidité. Pas d'enveloppe, pas de nom. Juste 3 mots d'une écriture irrégulière, elle ment encore. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. Puis je l'ai reverrouillée, et encore une fois. Je me suis éloigné, tenant le mot comme s'il pouvait prendre feu. L'écriture ne m'était pas familière, mais le message, c'était indubitablement personnel. Je ne savais pas qui l'avait écrit. Je ne savais pas comment il savait où j'étais. Mais quelqu'un observait. Quelqu'un qui savait de quoi Rena était capable. Et soudain, sa peur a pris un peu plus de sens. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assis sur la seule chaise près de la fenêtre principale, tenant le mot et fixant le chemin de gravier qui menait à la route. Personne n'est revenu. Pas de lumière, pas de voiture. Juste l'obscurité, moi, et la prise de conscience croissante que ce que je pensais être, une simple liaison, une femme qui s'était désintéressée, était quelque chose de beaucoup plus enchevêtré. Le matin, mon téléphone a de nouveau vibré. C'était elle. Cette fois, elle n'a pas appelé, elle a envoyé un message vocal. J'ai regardé l'écran, mon pouce tremblant. Puis je l'ai écouté. Cal, je ne sais pas si tu écoutes encore, mais il est repassé hier soir. Il n'a pas frappé, il est juste resté de l'autre côté de la rue, à regarder la maison. Je l'ai vu à travers les stores. Je crois qu'il sait quelque chose. Quelque chose sur toi. Il a dit ton nom. Il a dit que tu avais laissé plus qu'une simple note. S'il te plaît, je ne me sens pas en sécurité. Je ne sais même plus qui il est vraiment. Et juste comme ça, elle a retourné la situation. D'accusé à victime, de coupable à femme traquée. Et pire encore, elle m'a entraîné là-dedans. Il a dit ton nom. Je voulais croire que ce n'était que de la manipulation, un grand chantage émotionnel. Mais le mot, les coups, la voix à l'extérieur de sa maison, rien de tout cela ne correspondait parfaitement à des mensonges. Cela signifiait que quelqu'un d'autre jouait à ce jeu. Quelqu'un que je ne connaissais pas. Quelqu'un qui pensait que j'avais de l'importance. Et plus je m'enfonçais dans le silence de cette cabane, plus une pensée criait fort dans mes os, et si tout ça ne concernait pas du tout le fait qu'elle me trompait? Et si ça avait toujours été à propos de moi? J'ai passé la majeure partie de cette journée à conduire sans but, non pas parce que j'avais un endroit où aller, mais parce que l'idée de rester immobile me donnait la chair de poule. Chaque nid de poule sur la route était comme une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Chaque regard dans le rétroviseur me donnait l'impression que quelqu'un pouvait m'observer. Et peut-être que c'était le cas. Le mot était toujours sur le siège passager, son message gravé dans mes pensées, elle ment encore. 14 lettres, et pourtant, elle portait le poids d'un train de marchandises. Je ne pouvais pas les ignorer. Et je ne pouvais pas non plus ignorer sa voix, le désespoir, la paranoïa, l'appel à l'aide silencieux caché sous toutes ces tromperies passées. Mais le pire de tout, c'était cette seule phrase que je ne pouvais pas me sortir de la tête, il a dit ton nom. Qu'est-ce que ça voulait dire, bon sang? Je me suis arrêté devant une station-service en périphérie de la ville, j'ai pris un café que je n'ai pas bu et je me suis assis dans la voiture, parcourant des noms dans mes contacts auxquels je n'avais pas pensé depuis des années. Finalement, je me suis arrêté sur un Maggie. Maggie était une amie de Rena de son premier travail après l'université. Elles se sont disputées, quelque chose de vague à propos de limites, que Rena n'a jamais expliqué. Mais Maggie et moi avions beaucoup parlé par le passé. Elle m'a toujours semblé être quelqu'un qui faisait attention, quelqu'un qui remarquait des choses que les autres ignoraient. Je n'avais pas entendu son nom depuis plus de 5 ans, mais je me suis dit que si quelqu'un savait quelque chose sur ce mystérieux, ce serait quelqu'un des premiers chapitres de Rena. Avant moi. Je n'ai pas appelé, j'ai envoyé un message. Quelque chose de sûr, de neutre. Salut Maggie, désolé que ça sorte de nulle part,
mais j'essaie de comprendre des trucs bizarres qui se passent avec Rena. Tu te souviens de quelqu'un de son passé qui aurait pu être obsessionnel? Quelqu'un qui s'est approché de trop près? Je ne m'attendais pas à une réponse, pas rapidement en tout cas. Mais elle a répondu en 5 minutes. Tu devrais venir me voir. Ce n'est pas quelque chose à discuter par texto. Je me suis figé. Ce n'était pas de la curiosité, c'était de l'urgence. Elle m'a envoyé son adresse. Elle vivait toujours dans le même appartement. Je me suis dit que je n'irais que pour 20 minutes. Juste assez longtemps pour entendre les vagues avertissements qu'elle pourrait avoir à offrir. Juste assez longtemps pour confirmer que ce n'était rien, que Rena était simplement une menteuse, pas le centre d'un cauchemar en développement. Mais quand Maggie a ouvert la porte et m'a vu, la première chose qu'elle a faite a été de me serrer dans ses bras. Fort, trop fort. Je suis désolé, a-t-elle murmuré sur mon épaule. J'aurais dû t'avertir. J'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps. Nous nous sommes assis dans sa cuisine, entourés de plantes mourantes et d'étagères de livres empilés sur 2 rangées. Elle m'a servi du thé sans me demander si j'en voulais. Et puis, lentement, elle a commencé à parler. Il y avait un type qui s'appelait Grady, a-t-elle commencé. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose. Je doute qu'elle l'ait jamais mentionné. Ils se sont rencontrés lors d'une retraite de yoga, des années avant qu'elle ne te rencontre. C'est devenu intense rapidement, genre obsessionnel rapidement. Elle m'a dit qu'il la faisait se sentir vue d'une manière que personne d'autre ne le faisait. Mais c'est devenu sombre, Cal. Vraiment sombre. Je n'ai rien dit. Je serrais ma tasse trop fort pour parler. Il a commencé à la suivre. À se pointer à son travail. Elle recevait des cadeaux anonymes, des fleurs sans mots. Une fois, elle a retrouvé son rouge à lèvres préféré étalé sur sa porte d'entrée. Elle m'a dit qu'il avait arrêté, qu'il avait finalement disparu. Mais... La voix de Maggie a baissé, je n'ai jamais cru qu'il était parti. J'ai cligné des yeux. Et tu penses que c'est lui? Elle a hésité. Est-ce qu'elle a dit son nom? Non. Alors, oui. Je pense que c'est lui. Il aimait jouer dans l'ombre. S'approcher des gens en qui elle avait confiance. Et une fois qu'elle a coupé les ponts, il ne s'en est pas pris à elle, il s'en est pris à son monde. À ses relations. C'est pour ça que j'ai arrêté de lui parler. J'ai commencé à recevoir des messages, des appels de numéros bloqués. Mon appartement a été cambriolé, ils n'ont rien volé, juste réarrangé les choses, comme pour me montrer à quel point ils pouvaient s'approcher. Mon cœur battait la chamade maintenant. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Je ne pensais pas qu'il était encore dans les parages. Et, honnêtement, elle avait toujours une façon de te faire sentir que si quelque chose tournait mal autour d'elle, c'était de ta faute. Je pensais que tu étais assez intelligent pour te tirer de là quand les choses deviendraient bizarres. J'ai failli rire. Oui, très intelligent de ma part. Maggie m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Je te dis ça parce que tu mérites de savoir à quoi tu as vraiment affaire. S'il est de retour, ça ne la concerne plus seulement. Il aime les jeux. Il veut que tu penses que tout tourne autour de l'infidélité, mais ce n'est pas le cas. C'est juste l'appât. J'ai dégluti. Le souvenir de ce chuchotement à travers l'interphone, son rire, sa voix, le mot sous ma porte, les coups dans la nuit, tout ça n'était que l'appât. Alors Maggie s'est levée et a sorti quelque chose d'un tiroir. Un petit carnet abîmé. Elle a feuilleté les pages et m'a tendu une photo. C'était Rena, plus jeune, les cheveux plus foncés, et à côté d'elle, un homme aux yeux enfoncés et au sourire qui ne les atteignait pas. Il ressemblait au genre de personne qui pensait que les secrets étaient une monnaie d'échange. C'est lui, a-t-elle dit. Et puis elle a ajouté, il aime détruire les gens lentement. Alors, quoi que tu aies laissé derrière toi, Cal, tu ferais mieux d'y retourner et de finir le travail avant qu'il ne le fasse. Le trajet de retour n'était pas comme celui de l'aller. La première fois, je fuyais, poussé par la confusion, la trahison et la douleur écœurante de voir tout ce que j'avais construit se faner en silence. Mais cette fois, je ne fuyais pas, je revenais, traînant derrière moi une vérité que je n'avais jamais voulu affronter, sachant que ce qui m'attendait de l'autre côté de notre porte d'entrée n'était pas seulement une femme infidèle ou un mariage brisé. C'était quelque chose de pire, de plus ancien, de calculé. J'ai gardé l'avertissement de Maggie au fond de mon esprit alors que je regardais les arbres défiler par la fenêtre, sa voix se répétant comme un disque rayé, il aime détruire les gens lentement.
Et autant que je détestais l'admettre, l'appel de Rena sonnait moins comme de la manipulation et plus comme un appel à l'aide. Je ne savais pas si elle était sincère ou si elle était prise dans un jeu qu'elle ne pouvait pas gagner, mais de toute façon, les pièces ne s'emboîtaient pas. Le mot, les coups, l'interphone, ce n'était pas aléatoire. C'était placé, chronométré, conçu. Ce qui signifiait que quelqu'un nous observait tous les deux. Je suis arrivé juste avant le coucher du soleil. Le quartier avait l'air identique, des pelouses trop bien entretenues, ce même lampadaire clignotant qui n'avait jamais fonctionné correctement. Mais notre maison, j'avais l'impression qu'elle avait changé. Elle était trop immobile. Les rideaux étaient plus tirés que dans mes souvenirs. Pas de lumière, pas de son, pas de traces de sa voiture dans l'allée. Je me suis garé à un pâté de maison et je me suis approché à pied, prudemment, en écoutant. Le porche a gémi sous mes pas. Je suis resté là plusieurs minutes, le cœur battant à tout rompre, les yeux scrutant les fenêtres, essayant de décider si c'était courageux ou stupide. Puis j'ai sorti ma clé. Elle fonctionnait toujours. La porte s'est ouverte avec un clic, comme toujours. Ça, d'une certaine manière, était plus troublant que si elle avait été changée. Comme si le piège était encore grand ouvert. À l'intérieur, l'air était mauvais. Ce n'était pas seulement le silence, il était lourd, comme si la maison avait retenu sa respiration depuis mon départ. Je suis entré, chaque craquement sous mes pieds résonnant plus fort qu'il n'aurait dû. Le salon était intact, trop propre. Les coussins étaient parfaitement alignés, la télécommande empilée proprement à côté d'une bougie à moitié consumée. C'était l'idée de l'ordre de Rena, un environnement si immaculé qu'il masquait la tempête qui faisait toujours rage en dessous. Rena, ai-je appelé doucement, pas sûr de vouloir qu'elle réponde. Pas de réponse. J'ai vérifié la cuisine, vide. Un seul verre de vin dans l'évier. Pas de vaisselle, pas de signe d'utilisation récente. Puis la salle à manger, rien. Alors je l'ai vue. Sur la table du couloir, juste sous le miroir. Son téléphone. Déverrouillé, ouvert, face vers le haut comme un appât. L'écran était sur l'application de messagerie. Une conversation, un numéro, pas de nom. Juste une longue série de bulles grises de l'autre côté. Et un message qu'elle avait tapé mais jamais envoyé, s'il te plaît, ne reviens pas. Il sait tout. Ce n'est plus sûr. Mon sang s'est glacé. Elle ne parlait pas de moi. Le contexte était trop clair. Le message n'a jamais été envoyé, ce qui signifiait que celui à qui elle parlait, Grady, je suppose, pensait toujours qu'elle jouait le jeu. Mais ce n'était pas le cas. Elle essayait de résister, enfin. Peut-être trop tard. J'ai descendu le couloir lentement, chaque pas plus lourd que le précédent. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, si elle serait endormie, évanouie, disparue. Je ne me suis même pas permis d'imaginer pire. Mais quand je suis arrivé à la chambre et que j'ai poussé la porte, l'air a de nouveau changé. Le lit était intact, son côté toujours parfaitement fait. Les portes du placard, légèrement entr'ouvertes. Une valise à moitié faite était par terre. Et puis, un son. Pas fort, mais défini. Le plus petit clic de la porte de la salle de bain. Quelqu'un était à l'intérieur. Je me suis instinctivement reculé, le cœur battant, les mains tremblantes. J'ai cherché autour de moi quelque chose que je pourrais utiliser, une lampe, une chaise, n'importe quoi. Mes doigts se sont refermés sur le bord d'un cadre photo. Je l'ai soulevé lentement, mon corps figé sur place alors que la porte de la salle de bain s'ouvrait avec un grincement et que Rena en sortait. Ses yeux ont rencontré les miens. Larges, surpris, tourmentés. Elle semblait plus mince, comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Pâle, avec du maquillage qui avait coulé sous ses yeux. Mais c'était elle. Pendant un long moment, nous nous sommes regardés, suspendus dans le silence. Puis elle a murmuré, « Tu n'étais pas censé revenir ce soir. » J'ai lentement baissé le cadre. Où est-il? Ses lèvres se sont séparées. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle est passée devant moi vers la fenêtre, a écarté le rideau et a regardé dehors comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un soit là. Je ne l'ai pas vu depuis hier, a-t-elle murmuré. Mais il a été ici. À l'intérieur. Je me suis réveillé il y a 3 nuits et j'ai trouvé la porte d'entrée grande ouverte. Il ne manquait rien, juste ouverte. Comme s'il voulait que je le sache. Je me suis approché. Pourquoi n'es-tu pas allé à la police?
Elle m'a gratifié d'un rire las. Je l'ai fait. 2 fois. La deuxième fois, un officier m'a dit, officieusement, que le nom de Grady était apparu dans une autre affaire il y a 6 mois, mais que ça n'avait abouti à rien. Pas d'accusation, personne ne pouvait rien prouver. Et puis cet officier a cessé de répondre à mes appels. J'ai serré la mâchoire. Alors tu as pensé que m'appeler aiderait? Sa voix s'est brisée. Je ne savais pas qui d'autre me croirait. J'ai de nouveau regardé la pièce. Tout semblait trop fragile. J'ai réalisé alors que nous n'étions pas seuls dans cette maison. Peut-être pas physiquement, mais sa présence persistait dans les murs, dans l'immobilité, dans la façon dont ses yeux se dérobaient vers les ombres avant de finir une phrase. Et à ce moment-là, alors qu'elle s'asseyait sur le bord du lit et prenait sa tête dans ses mains, j'ai réalisé quelque chose de bien plus terrifiant que la trahison. Rena n'avait plus peur d'être découverte, elle avait peur d'être effacée. Je me suis assis en face d'elle dans la faible lumière de notre chambre, la même chambre où nous avions autrefois partagé des dimanches matins, enlacés dans les draps, riant à moitié de rien du tout. Maintenant, elle ressemblait à une tombe. Son visage, pâle et nerveux. Mon cœur, battant au rythme de chaque tic-tac de l'horloge murale silencieuse. Nous n'étions plus mari et femme, pas à ce moment-là. Nous étions 2 étrangers occupant un champ de bataille jonché de vérités trop lourdes pour être prononcées. Elle ne me regardait pas dans les yeux, et je ne pouvais pas dire si c'était parce qu'elle avait honte ou parce qu'elle n'avait pas encore fini de cacher quelque chose. « Pourquoi es-tu resté ici ?» ai-je finalement demandé, ma voix plus aiguë que je ne le voulais. « Si tu savais qu'il était dans la maison, si tu savais qu'il observait, pourquoi n'es-tu pas parti ?» Les yeux de Rena ont rencontré les miens, vitreux et méfiants. Parce que je ne savais pas où il n'était pas. Ça m'a arrêté net. Elle n'avait pas peur qu'on la trouve, elle avait peur qu'il n'y ait plus aucun endroit où se cacher. J'ai changé mes mots de passe, j'ai fermé tous mes comptes sociaux. J'ai même coupé les services publics pendant quelques jours, en espérant que ça le dérouterait, a-t-elle continué, presque robotiquement. Mais il a toujours une longueur d'avance. C'est comme s'il me connaissait, comme s'il avait déjà vécu chaque mouvement que je vais faire. Je détestais à quel point c'était logique. Chaque partie de moi voulait croire qu'elle était dramatique, hystérique, essayant de me ramener avec une paranoïa délirante. Mais elle ne jouait pas. Je connaissais les signes de Rena. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était de la terreur. Alors elle a mis la main sous le lit et a sorti une boîte à chaussures. Elle ne me l'a pas tendue, elle l'a simplement posée entre nous, comme une bombe qu'elle était fatiguée de porter. Il envoie ça, a-t-elle murmuré. Tous les 3 ou 4 jours. Pas de nom, pas d'adresse de retour. Il le laisse toujours sur le seuil de la porte. Personne ne le voit jamais. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une série de photos, des vraies, imprimées, comme celles d'un appareil photo jetable. La plupart étaient prises à travers des fenêtres, certaines à travers des pare-brises de voitures. Elles étaient toutes de moi. Moi promenant le chien, moi sortant de l'épicerie, moi dormant sur le canapé. Une de moi dans le garage, travaillant sur le chauffe-eau, le jour où je les ai entendus sur l'interphone. J'ai senti ma gorge se serrer jusqu'à me faire mal. Il m'a observé, ai-je dit lentement. Rena a hoché la tête. Je te l'ai dit, ça ne me concerne plus seulement. Ça ne l'a jamais été. J'ai parcouru les photos, chacune s'enfonçant plus profondément que la précédente. Au fond se trouvait un morceau de papier plié. Dessus, il y avait un dessin grossier, une maison avec 2 silhouettes en bâton. L'une étiquetée, moi, l'autre, toi. La silhouette en bâton étiquetée, toi, était entièrement barrée. À côté, d'une écriture enfantine, il y avait 3 mots, plus à toi. La pièce a tourné. Il essaie de m'effacer, ai-je murmuré, presque pour moi-même. Pas seulement de ta vie, de tout. Rena s'est enlacée. Il disait ça, quand j'ai essayé de rompre. Il a dit, je ne laisse pas de cicatrice, je remplace la toile. Je me suis levé et j'ai fait les 100 pas. Chaque instinct en moi criait de courir, de m'éloigner le plus possible de cette maison, de cette femme, de ce cauchemar. Mais quelque chose de plus lourd manquerait sur place. Je me suis tourné vers elle, désespéré de comprendre. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui avant? Tu m'as laissé t'épouser, emménager avec toi, dormir à tes côtés pendant des années, et tu n'as jamais mentionné ce psychopathe. Son expression s'est tordue. Colère, douleur, honte, tout bouillonnant sous la surface. Parce que pendant longtemps,
j'ai pensé que je le méritais. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je l'ai laissé entrer à l'époque. J'étais plus jeune, j'étais imprudente. J'aimais l'attention. J'aimais la façon dont il me regardait, comme si j'étais la seule chose qui comptait. Jusqu'à ce que j'essaie de fixer des limites. Et puis il a changé. Et le temps que je réalise à quel point les choses avaient mal tourné, il était trop tard. Chaque fois que j'essayais d'en parler, les gens me donnaient l'impression que je l'avais cherché. Alors je me suis tu. Et je l'ai enterré. Et quand je t'ai rencontré, j'ai pensé que je l'avais enfin laissé derrière moi. Le poids de sa confession s'est installé entre nous. Alors, tout ça. La distance, les heures étranges, les secrets, c'était tout lui? Elle a hésité. Non, a-t-elle finalement dit, et je pouvais entendre le couteau dans son honnêteté. Une partie de ça, c'était moi. Je me suis éloigné. J'ai menti. J'étais tellement habitué à garder les choses cachées que, finalement, j'ai juste continué à me cacher. Ma poitrine s'est serrée. Je ne savais pas si je me sentais justifié ou plus brisé que jamais. Il n'y avait pas de version nette de cette histoire. Pas de méchant ou de victime claire. Juste deux personnes qui avaient construit un mariage sur un terrain instable, et quelqu'un à l'extérieur qui voulait le brûler entièrement. Alors, depuis le couloir, un bruit. Doux, délibéré. Un seul craquement des lattes du plancher. Rena a sursauté. J'ai attrapé la lampe de la table de chevet, prêt à l'utiliser comme une arme si nécessaire. Nous avons fixé l'entrée. Un autre craquement, plus proche. Et puis, rien. Juste le son de notre respiration et la lampe qui tremblait encore dans mes mains. Nous sommes sortis lentement dans le couloir, centimètre par centimètre, comme des enfants dans une maison hantée. Il n'y avait personne. Mais écrit en rouge sur le miroir du couloir, avec quelque chose d'épais et de gras, peut-être du rouge à lèvres, peut-être pire, il y avait deux mots, je suis toujours là. Nous sommes restés là, figés, à regarder les mots maculés sur le miroir du couloir, comme s'ils avaient été peints avec de la terreur pure. Je suis toujours là. Ce n'était pas désordonné, pas précipité. C'était précis, les lettres formées avec intention, écrites comme s'il avait eu tout le temps du monde. Et c'est ce qui m'a le plus glacé. Il n'était pas seulement entré dans notre maison, il s'y était attardé. Il avait observé. Et il voulait que nous le sachions. Rena a reculé la première, la bouche ouverte mais aucun mot ne sortant. Elle avait l'air de vouloir s'évanouir et, pendant une seconde, je l'ai instinctivement attrapée. Ma main s'est arrêtée à mi-chemin. Nous étions toujours fracturés, tenant à peine debout dans la même pièce émotionnelle. Mais l'instinct de survie a une drôle de manière de mettre l'histoire de côté. Je l'ai prise par le bras et je l'ai guidée vers la cuisine, où nous avons verrouillé toutes les portes et vérifié toutes les fenêtres. Le pêne de la porte arrière était à moitié tourné. Pas ouvert, mais pas complètement fermé. C'était comme s'il avait été à l'intérieur et avait décidé de nous laisser juste assez de doute pour nous faire perdre le sommeil. Nous avons appelé la police. Ou plutôt, je l'ai fait, pendant que Rena était assise à la table de la cuisine, fixant le sol comme s'il pouvait s'ouvrir. Je ne leur ai pas raconté toute l'histoire. Juste que quelqu'un était entré dans notre maison et avait laissé un message. Je n'ai pas mentionné le passé, ni la boîte de photos, ni l'homme qu'elle avait connu et craint. Je voulais juste des gyrophares et des uniformes. J'avais besoin d'une présence, quelque chose que Grady ne pourrait pas déjouer ou ignorer. L'opérateur a dit que quelqu'un serait là en moins de 20 minutes. Pendant que nous attendions, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des semaines. J'ai ouvert son ordinateur portable. Je n'ai pas demandé, je ne lui ai pas donné la chance de me dire non. Je me suis assis et j'ai commencé à fouiller dans ses fichiers récents, son historique de navigation, ses messages privés. Si nous étions en danger, si j'étais en danger, j'avais le droit de tout savoir. Et Rena ne m'a pas arrêté. Elle est juste restée assise là, trop épuisée pour se battre. Au début, tout semblait normal. Dossier de travail, email, réservation de voyage. Mais ensuite, j'ai ouvert un dossier enfoui à 4 niveaux de profondeur. Il s'appelait « Vieux contrat », mais à l'intérieur se trouvaient des dizaines de fichiers audio. Des mémos vocaux, pour la plupart. Certains dataient de plusieurs années. L'un d'eux a attiré mon attention. Il portait une date qui correspondait à la veille de mon départ. J'ai cliqué. Sa voix, enregistrée à voix basse,
comme si elle tenait le téléphone sous un oreiller. Il n'est plus celui qu'il était. J'ai essayé de te prévenir. J'ai essayé de rompre proprement, mais tu n'as pas écouté. Tu n'écoutes jamais. Et maintenant, il l'observe, lui, Cal, mon mari. J'aurais dû lui dire la vérité avant. Il pense que je le trompe. Il pense que je mens sur tout. Et je suppose que c'est le cas, mais pas de la façon dont il le pense. Il y a eu une longue pause, un hoquet dans sa respiration. Puis elle a continué, s'il m'arrive quelque chose, c'est de sa faute. S'il arrive quelque chose à Cal, ce sera de ma faute. J'ai arrêté le fichier. Rena a levé les yeux humides mais sans larmes. J'allais l'effacer. J'y ai pensé une douzaine de fois. Mais j'avais besoin de le dire à voix haute, même si personne ne l'entendait jamais. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Parce que la pièce autour de moi commençait à se brouiller. Les ombres semblaient se rapprocher, les murs respiraient. Alors la sonnette a retenti. Forte et aiguë, coupant le brouillard comme une gifle. 2 officiers, un homme et une femme. Calme, professionnel. Ils ont fait le tour de la maison, ont pris un rapport, ont photographié le miroir. Le plus âgé a demandé si nous avions des caméras. Nous n'en avions pas. Grady, apparemment, avait été assez intelligent pour éviter de laisser des empreintes. Après environ 40 minutes, ils ont dit qu'ils augmenteraient les patrouilles dans la région et nous ont laissés avec un fragile sentiment de protection. Quand la porte s'est refermée derrière eux, je me suis tourné vers Rena. Ça ne s'arrêtera pas, ai-je dit. Tu le sais, n'est-ce pas? Elle a hoché lentement la tête. Je crois qu'il se prépare à quelque chose. Que veux-tu dire? Je veux dire, ce jeu. Les photos, les messages. C'est tout un prélude. Il ne veut pas nous faire peur, il veut nous briser. Et quand nous serons au plus bas, il interviendra et finira ce qu'il pense avoir commencé. Je me suis assis en face d'elle. Mes jambes tremblaient. Nous devons partir. Ce soir. Elle n'a pas discuté. Elle s'est simplement levée et a commencé à faire ses bagages. Nous n'avions pas de plan, juste la peur et une voiture avec un demi-réservoir d'essence. Elle a pris l'essentiel, j'ai pris la boîte de preuves. Et juste avant de sortir, elle s'est arrêtée. Quoi, ai-je demandé. Elle a montré le miroir du couloir. C'est parti. J'ai regardé. Elle avait raison. Le message, les mots maculés, disparus. Comme s'ils n'avaient jamais été là. Nous n'y avions pas touché. Les policiers ne l'avaient pas nettoyé. Mais maintenant, il était impeccable, brillant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous n'avions plus affaire à une obsession. Nous avions affaire au contrôle. Et Grady avait déjà une longueur d'avance sur ce qui allait suivre. Nous avons conduit sans destination, juste une direction, loin. Loin de la maison, du miroir, de la boîte de photos, des chuchotements dans le noir. Je n'arrêtais pas de regarder dans le rétroviseur comme s'il allait être là, nous suivant dans une vieille voiture rouillée avec les phares éteints. Mais il n'y avait rien, juste la route derrière nous et le vent qui criait plus fort que ce que nous pouvions dire. Rena était assise à côté de moi, la main serrée autour de son téléphone comme si c'était la dernière encre qui la maintenait à flot. Aucun de nous n'avait parlé depuis près de 40 minutes. Et quand j'ai finalement rompu le silence, ce n'était pas par bravoure, c'était par épuisement. On ne peut pas continuer à fuir, ai-je dit. Je sais, a-t-elle murmuré. Mais si on s'arrête trop tôt, il finira ce qu'il a commencé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré plus fort le volant. Elle avait raison, mais nous ne pouvions pas fuir éternellement. Il devait y avoir un moyen de mettre fin à ça, de couper le mal à la racine, de prendre enfin le dessus. Nous avons fini dans un vieux motel de bord de route quelque part dans le Tennessee, le genre où les lumières clignotent et le distributeur automatique bourdonne comme s'il abritait un fantôme. J'ai réservé la chambre sous un faux nom. Rena s'est effondrée sur le lit, entièrement habillée, les yeux ouverts mais vides, comme si elle était piégée quelque part entre la mémoire et la terreur. Je me suis assis par terre avec la boîte à chaussures, étalant tout comme les pièces d'un puzzle, les photos, le mot, les transcriptions des fichiers audio que j'avais notés dans la voiture. Je ne cherchais plus un sens, je cherchais un schéma, une erreur, une empreinte humaine au milieu du monstre. Et puis je l'ai trouvé. Dans les métadonnées de l'une des photos. Une balise GPS. Il avait fait une erreur. Une seule. Un fichier mal nettoyé,
toujours attaché aux coordonnées d'origine de l'endroit où il avait été pris, une installation de stockage isolée à la périphérie de Nashville. Il avait téléchargé cette image pour l'imprimer, pensait probablement l'avoir nettoyée, mais il avait manqué quelque chose. Mon cœur a commencé à s'accélérer d'une manière différente. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai passé les coordonnées sur les cartes satellites. C'était un bâtiment bas et gris, sans enseigne, juste 3 quais de chargement et une porte latérale en métal. L'horodatage de l'image ne datait que de 6 jours. J'ai réveillé Rena. Je l'ai trouvée. Elle s'est lentement redressée. Quoi? J'ai trouvé où il était. Où il est encore. Elle m'a fixé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle encore la police? Non, ai-je dit. Pas encore. Cette fois, c'est nous qui tendons le piège. Nous y sommes allés le lendemain matin. Je savais que c'était imprudent, stupide même, mais j'en avais marre d'être la souris. Nous nous sommes garés à 2 pâtés de maison, avons attendu dans la voiture jusqu'à ce que nous voyions du mouvement. Un homme grand avec un sweat à capuche et un jean, entrant discrètement avec une carte d'accès. La vue de lui m'a glacé le sang. Même à cette distance, je savais que c'était lui. Sa posture, son calme, comme s'il possédait tout le silence. J'ai composé le numéro de la police. Je leur ai donné les coordonnées GPS. Je leur ai tout expliqué. Pas seulement les fractions, mais le harcèlement, les preuves, le schéma. J'ai envoyé les photos, les fichiers. J'ai même proposé de faire une déposition et de témoigner. Le répartiteur n'a pas posé de questions. Je crois qu'ils ont entendu quelque chose dans ma voix que les gens n'ont que lorsqu'ils en ont assez. En 20 minutes, des unités banalisées sont arrivées. Nous sommes restés hors de vue, observant pendant qu'ils entraient en silence. Puis, pas si silencieusement. Des cris, du mouvement. 2 officiers sont sortis, traînant Grady par les bras. Ils ne criaient pas, ne résistaient pas. Ils souriaient, simplement, comme s'il était fier de quelque chose. La police a fouillé l'unité. Ils ont trouvé un mur couvert de photos, de notes, de chronologies, de moi. Pas de Rena, de moi. Des pages sur mes routines, mon passé, même de faux emails écrits à partir d'adresses que je n'avais jamais utilisées. Ils n'avaient pas seulement essayé de ruiner mon mariage, ils essayaient de me remplacer, de m'effacer de ma propre histoire. L'arrestation a été nette. Des accusations ont été portées. L'affaire était réelle, enfin. Et le meilleur dans tout ça, sa libération sous caution a été refusée. 2 semaines plus tard, nous avons déménagé de cette maison. Nous l'avons vendue à un jeune couple qui voulait la tranquillité de la banlieue. Je ne les ai pas prévenus. Non pas parce que je voulais qu'ils souffrent, mais parce que je savais maintenant que la tranquillité n'était pas maudite, le silence n'était pas maléfique. Grady, lui, l'était. Et il était parti. Rena et moi ne sommes pas retombés amoureux par magie, mais nous avons parlé. Pendant des heures, chaque nuit. Sans faire semblant. J'ai crié, elle a pleuré. Je lui ai dit tout ce qu'elle m'avait fait, et elle n'a pas bronché. Elle l'a assumé. Et j'ai vu quelque chose en elle que je n'avais pas vu depuis des années, de l'honnêteté sans manipulation. 3 mois se sont écoulés. Je suis toujours en thérapie, toujours en train de guérir. Mais hier soir, pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité, je l'ai surprise à me regarder comme elle le faisait autrefois. Pas avec culpabilité, pas avec peur. Avec gratitude. Parce que je ne l'ai pas laissé se noyer. Et parce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai enfin appris à nager.